Bonjour à tous. Je voudrais remercier l'Académie des Beaux-Arts pour cette invitation, mais je dois tout d'abord préciser que je suis loin d'être un spécialiste des mathématiques qui sont cachées dans les NFT. Mais comme je suis sûr que vous n'êtes pas venu ici pour suivre un cours de maths, je vais donc tenter de me limiter à 3 idées qui peuvent être utiles pour mieux comprendre le fonctionnement des NFT. Je n'aborderai pas les questions éthiques, économiques, environnementales, juridiques ou politiques, car d'autres que moi s'en chargeront plus tard. Comme je suis le premier intervenant, il me faut définir les mots. NFT, Non-Fungible Tokens, jetons non fongibles. Il s'agit d'un fichier informatique énorme, formé d'un grand nombre de composants, les jetons non fongibles, les tokens. Il est décentralisé. Cela veut dire qu'un réseau de milliers d'ordinateurs, répartis un peu aléatoirement de par le monde, dispose chacun de copies absolument identiques de ce fichier gigantesque. C'est très différent d'une banque qui garde le secret sur les données de ses clients ou d'un notaire qui garde les actes dans un coffre. Tous les membres du réseau ont les mêmes accès aux mêmes données et ont les mêmes pouvoirs. Il n'y a aucune centralisation, rien à voir avec le fameux SWIFT dont on parle beaucoup en ce moment. Il est infalsifiable. Toute modification par un membre du réseau serait immédiatement repérée par les autres et invalidée. Chaque jeton NFT a un propriétaire unique, reconnu par tous grâce à une signature électronique, même si tout le monde peut en profiter librement. Ce propriétaire peut vendre son jeton NFT sous le regard collectif du réseau. La transaction est publique et écrite dans ce grand fichier commun, et l'ancien propriétaire n'est plus propriétaire. Le qualificatif de non fongible est associé à ce caractère unique. Un billet de 10 € est fongible, car je peux l'échanger contre un autre billet de 10 € ou contre 2 billets de 5 €. Mais un NFT n'est pas fongible. Je peux le vendre, mais il restera unique. Il ne fera que changer de propriétaire. Tout cela nécessite des outils informatiques et mathématiques élaborés. Je vais me limiter à 3 idées. La cryptographie, le hachage et la chaîne de blocs. La cryptographie, c'est une pratique très ancienne. Une personne, qu'on baptise en général Alice, veut transmettre un message à quelqu'un, Bob, sans que personne ne puisse le lire, à part Bob. Il faut utiliser un code secret. On raconte, je ne sais pas si c'est vrai, que pendant la guerre des Gaules, Jules César codait les messages qu'il envoyait à ses généraux en remplaçant chaque lettre par la suivante dans l'alphabet. Voilà une méthode bien naïve, car on a vite fait de découvrir le poteau rose, et pour décoder, il suffit simplement de remplacer chaque lettre par la précédente. Dans l'alphabet, voilà un code trop simple. Une grande idée de la cryptographie moderne est que certaines choses sont très faciles à faire et presque impossibles à défaire. Par exemple, si je vous demande de multiplier 2 nombres premiers ayant chacun 20 chiffres, je suis sûr que vous allez protester, mais après tout, vous pourrez le faire en quelques heures. Il suffit de connaître ces tables de multiplication et de multiplier chacun des 20 chiffres du premier nombre par chacun des 20 chiffres du deuxième nombre. Ça fait 400 fois utiliser la table de multiplication. Ça prend du temps, mais vous y arriverez. En revanche, si je vous donne le résultat du calcul, et si je vous demande à l'inverse de retrouver les facteurs, la question est bien plus compliquée. Vous ne pourrez le faire que
en essayant successivement de le diviser par 2, 3, 4, 5, dans l'espoir de trouver un diviseur. Et là, ce ne sont pas 400 calculs que vous devrez faire, mais des centaines de milliards de divisions. Et là, même si vous calculez très vite, des milliards d'années seront nécessaires. Il est facile de multiplier, il est presque impossible de factoriser. En développant ces idées et en utilisant des méthodes de géométrie algébrique moderne, les mathématiciens ont mis au point une méthode. À partir d'un nombre choisi arbitrairement et confidentiellement, on peut construire deux codes, inverses l'un de l'autre, C1 et C2. Chacun décode les messages de l'autre. Il est très facile de coder un message avec C1, si on connaît C1, mais il est presque impossible de décoder, sauf si on connaît C2. Alors voici comment fonctionne la cryptographie. Chaque usager du réseau construit sa propre paire de codes C1, C2, sans rien dire à l'autre, à personne d'autre. Le premier code est appelé privé, reste confidentiel. Et le deuxième est public et il est publié, un peu comme on publie un numéro de téléphone sur un annuaire téléphonique. Si Alice veut envoyer un message à Bob, elle code son message avec le code public de Bob, qu'elle trouve sur l'annuaire, et elle l'envoie à Bob. Celui-ci utilise alors son code privé, connu de lui seul, et il peut ainsi lire le message. Personne d'autre que Bob peut lire le message, car seul Bob connaît son message privé. Mais les NFT ne fonctionnent pas de cette manière, car dans les NFT, tout doit être public et ouvert à tous dans le réseau. Il s'agit de signatures électroniques. Si Alice veut envoyer un message en clair, et s'il s'agit de convaincre tout le monde que c'est bien Alice qui a envoyé ce message, et personne d'autre, autrement dit, s'il s'agit de signer un message du nom de Alice, alors Alice peut procéder de la manière suivante. Elle code son message avec son code privé, connu d'elle seule. Tout le monde peut alors utiliser le code public d'Alice, qui se trouve dans l'annuaire, pour décoder le message d'Alice. Si le message avait été envoyé par quelqu'un d'autre qu'Alice, cela n'aurait pas fonctionné, car seule Alice connaît son message, son code privé. Voilà donc le principe de la signature électronique. C'est très important pour les NFT. Quand on vend un NFT, il faut être absolument sûr que celui qui vend est bien le propriétaire. Le hachage. Comment garantir l'intégrité d'un fichier électronique qui peut être énorme? Prenons l'exemple d'une image sur un écran d'ordinateur. Disons qu'il contienne 1 million de pixels, 1000 sur 1000. Disons que chaque pixel est décrit par un nombre entier entre 0 et 9. Alors l'image est décrite par un nombre d'1 million de chiffres. Ça fait 10 puissance 1 million de possibilités. C'est tout simplement prodigieux, inimaginable. Pour vous donner une idée, les physiciens estiment que le nombre total de particules élémentaires dans tout l'univers est de l'ordre de 10 puissance 86. Alors 10 puissance 1 million, ça défie l'imagination. La question qui se pose est de garantir l'intégrité d'un fichier complexe dans un ensemble énorme de possibilités, en lui associant un autre fichier beaucoup plus petit, par exemple un nombre avec seulement 50 chiffres, au lieu d'1 million, plus facile à envoyer. Ça semble paradoxal, car les mathématiciens connaissent bien ce qu'ils appellent le principe des tiroirs. Si je possède plus de chaussettes qu'il n'y a de tiroirs dans mon armoire, il y aura au moins un tiroir qui contient au moins 2 chaussettes. De la même manière, mon empreinte digitale sur mon passeport
est bien moins complexe que l'être humain que je suis. Et on peut donc concevoir en principe deux êtres humains différents qui ont les mêmes empreintes digitales. Pourtant, en pratique, mon empreinte digitale me caractérise. Dans notre cas, on associe une empreinte digitale numérique, un nombre de 50 chiffres, à un nombre qui en comporte 1 million. Il est clair que des nombres différents auront la même empreinte digitale, mais là encore, la théorie moderne des nombres permet de réaliser un exploit. On peut associer une empreinte courte, un nombre d'une cinquantaine de chiffres, qu'on appelle son hash, en franglais, à un très grand fichier. Deux fichiers différents peuvent, en principe, avoir le même hash, mais en pratique, c'est impossible. Ce hash caractérise un fichier de la même manière que mon empreinte digitale me caractérise. Je vais vous expliquer maintenant comment le hash est utilisé dans les NFT. Ce sera le troisième concept que je vous présente. La chaîne de blocs, blockchain en anglais. Le fichier qui porte toutes les informations des NFT s'appelle la chaîne de blocs. C'est un grand livre de comptes dont tout le monde, encore une fois, possède la même copie. Ce livre est organisé en pages successives. Aujourd'hui, il y a environ 15 millions de pages dans ce livre. Chaque jour, on ajoute environ 6000 pages au grand livre, une à une, après la vérification par tout le réseau de la validité de chaque nouvelle page. Dans les blocs, on écrit des transactions NFT, validées par signature électronique, comme je viens de vous l'expliquer. On peut ainsi garantir l'identité de celui qui vend un NFT. Alors, à quoi sert le hash, me direz-vous? Eh bien, l'idée est très simple. En préambule de chaque nouveau bloc, chaque nouvelle page, on écrit le hash du bloc précédent, celui qui vient d'être validé. De cette manière, on sait quelle page vient à la suite de quelle autre page, et cela interdit à un faussaire de modifier le grand livre. S'il lui venait à l'idée de changer le bloc numéro 1501, par exemple, cela modifierait le hash de ce bloc qui ne coïnciderait plus avec le préambule du bloc 1502. Et il serait forcé de changer également le bloc 1502, etc. Ce serait un travail gigantesque, bien au-delà de ce que peuvent faire les ordinateurs d'aujourd'hui. Ainsi, le hash permet de garantir à la fois l'intégrité et l'inviolabilité de ce qui est écrit dans le grand livre NFT. Je n'ai fait qu'effleurer la question. Le fonctionnement des NFT est bien plus complexe. J'aurais dû en particulier vous parler du rôle des mineurs, ces ordinateurs qui dépensent des quantités énormes d'énergie électrique contre rétribution financière pour résoudre des problèmes mathématiques sans aucun intérêt, uniquement pour prouver qu'ils ont suffisamment travaillé, pour prouver ainsi qu'ils ne sont pas des faussaires et que les blocs qu'ils ont validés sont en effet valides. J'espère avoir un peu éclairé une situation quelque peu ubuesque qui a permis de vendre un fichier qui contient un seul pixel à un heureux propriétaire qui l'a acheté pour 800 000 $, un monde décentralisé, un monde anarchique, un monde mafieux, un monde fou qui a perdu le sens des valeurs, mais je vous laisse en débattre. Merci beaucoup.